On est très heureux de vous accueillir pour cette dernière table ronde dont la thématique est les enfants d'aujourd'hui aux adultes de demain. Donc dans cette table ronde, nous allons discuter de comment créer un environnement propice au bien-être des adolescents, qui est une période critique de la vie. Nous aborderons également la question préoccupante du harcèlement. Le docteur Boris Cyrulnik. Anne-Laure Soulagna, Virginie Perret et Philippe Berger-Lady. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui, d'avoir accepté d'être le parrain de cet événement. Boris, vous êtes neuropédiatre et psychanalyste, vous êtes le directeur d'enseignement du diplôme universitaire d'éthologie humaine de l'Université de Toulon. Vous êtes auteur de nombreux livres. On vous doit beaucoup pour la vulgarisation du concept de résilience qui consiste à guérir, à comprendre comment on guérit de nos blessures pour reprendre goût à la vie. Et en 2019, le gouvernement vous a confié la présidence du comité des 1000 premiers jours de l'enfant. Nous avons tous hâte de vous écouter et la parole est à vous. Alors la parole est à moi pour parler. Alors, le thème de notre rencontre, c'était « Enfants d'aujourd'hui, adolescents de demain ». Et il se trouve que les enfants d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les enfants d'hier. Pour une raison bien simple, c'est que les mères ne sont plus les mêmes. Les pères, on ne sait plus très bien ce que c'est. La culture n'est plus la même. Donc, il n'y a aucune raison que les enfants soient les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. En 100 ans, l'espérance de vie des hommes a doublé par les conditions d'amélioration de la petite enfance, et l'espérance de vie des femmes a triplé en 100 ans. C'est-à-dire que les progrès sont faramineux. Les progrès sont bien pour les hommes et faramineux pour les femmes. Alors déjà, elles ont changé physiquement. Elles sont plus grandes qu'avant. Le climat y est pour beaucoup. La modification écologique y est pour beaucoup. On sait par exemple que quand le climat est difficile et quand la société est violente, la taille des femmes diminue beaucoup. J'ai reçu un rapport il n'y a pas longtemps montrant que depuis le Brexit en Angleterre, les petites filles anglaises ont diminué de taille parce que leur environnement a changé. Donc, alors que la nourriture a changé, les circuits du Brexit font qu'ils ont plus de nourriture industrielle. Dans les nourritures industrielles, il y a plein de pseudo-hormones femelles qui vont dans l'eau. Alors, il y a les vraies hormones femelles, celles de la pilule. Il y a les fausses hormones femelles, celles des branches de lunettes, celles des plastiques que vous avez mis sur la table, celles du coltan des téléphones portables. Et toutes ces pseudo-hormones femelles vont dans l'eau et les animaux, les mâles, ont de plus en plus de mal à se développer. J'ai reçu un rapport il n'y a pas longtemps, il y a tellement d'hormones femelles dans l'eau qu'actuellement il y a de moins en moins de poissons mâles. Votre question, c'était enfants d'aujourd'hui, adolescents de demain. Alors, les filles aujourd'hui ont une avance de développement sur les garçons, à l'âge qui a été évalué plusieurs fois. À l'âge de 12 ans, les filles ont à peu près 2 ans d'avance sur les garçons de 12 ans. Au point de vue maturité, à 12 ans, c'est énorme. Au point de vue scolaire, c'est énorme. Ça reste entre nous, ça ne sort pas de la salle. Donc, ça veut dire qu'à 16 ans, au moment de 16-17 ans, au moment du bac, les filles sont des jeunes femmes qui savent ce qu'elles veulent. Là, je suis bonne, là, je ne suis pas bonne, là, j'y vais aller. Alors que les garçons de 16-18 ans ne s'intéressent qu'aux choses importantes, c'est-à-dire le football et la drague. Et les mères sont plus les mêmes. Elles sont actives, elles sont diplômées, elles sont socialisées, elles s'affirment,
Donc le deuxième sexe, comme disait Simone de Beauvoir, c'est fini maintenant. Alors, c'est-à-dire que c'est une métamorphose des mères, mais elles mettent au monde leur premier enfant, elles ont plus de 31 ans. Or, un utérus de 31 ans, c'est pas un utérus de 25 ans qui est le maximum de fécondabilité. De plus, il y a de plus en plus de femmes seules, surtout à Paris. Mais à Paris, il y a 60% de femmes seules qui élèvent seules un, parfois deux enfants. Comment elles font pour élever des enfants, travailler, se transporter? Généralement, quand elles sont seules, elles deviennent beaucoup plus pauvres, elles deviennent harcelées, donc elles sont déprimées. Et il y a de plus en plus de burn-out. Alors quand j'étais gamin, on disait les dépressions d'épuisement. Maintenant on dit burn-out parce que ça fait plus chic, ça fait plus mais on appelait ça les dépressions d'épuisement, elles ne peuvent pas tout faire. Et donc il y a un problème physique, biologique, de conséquences climatiques. Il y a un problème évidemment culturel qui font que les mères ne sont plus les mêmes. Alors les pères, en 1804, Napoléon a inventé l'homme chef de famille. Sauf que le chef n'était jamais dans sa famille. C'était les femmes qui faisaient tout, mais elles n'étaient pas chefs, mais elles faisaient tout. Donc il y avait une injustice légale, absurde, que les féministes ont assassinée en 1974 avec la décision de responsabilité parentale. À savoir, alors, après la commission des 1000 premiers jours, Nathalie, vous en avez sûrement parlé ce matin. Oui. Et après, il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est de voir, alors on a obtenu une petite augmentation du congé paternité, pas assez, on aurait voulu demander plus. L'Espagne, le Québec, le Danemark, Nathalie en a sûrement parlé ce matin. Oui, on a évoqué le sujet. Le fait que les hommes participent aux interactions précoces diminue les dépressions périnatales très nettement et modifie le couple. Les mères ne sont pas seules. Elles ont le gars qui théoriquement a planté l'enfant. Ça ne les ennuie pas d'être accompagnées. Les bébés ont deux figures d'attachement, et dans les théories de l'attachement, la famille, le foyer idéal, c'est quand un bébé est entouré de plusieurs figures d'attachement. Donc il y a une figure primordiale, c'est la mère, parce que j'ai remarqué que quand les hommes et les femmes ont des relations sexuelles, statistiquement, c'est les femmes qui sont enceintes. Mais oui. C'est bien. Donc, c'est-à-dire que c'est elles qui marquent les premières empreintes dans l'utérus. Et que donc, ça leur est dû, mais quand elles sont seules, c'est lourd, surtout si elles travaillent en même temps. Donc là, il y a des décisions éducatives, des décisions sociales à prendre, développer les métiers de la petite enfance. Alors, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent faire les métiers de la petite enfance. Il y a de moins en moins d'enfants, ce qui va poser un problème social énorme. En France, les femmes font 1,68 enfants par femme. Je ne sais pas comment elles font pour faire 1,68. Mais ça, c'est les femmes. Donc, mais en Italie, le pays de la mama, c'est 1,1 enfant par femme. En Corée, c'est 0,8, 0,7 enfants par femme. Comment ils vont faire pour faire marcher la société? Donc les mères sont plus les mêmes. Les pères, alors les jeunes pères qui jouent le jeu, je les ai trouvés très sympathiques, et ils jouent le jeu. Et le résultat, c'est que les dépressions périnatales diminuent alors qu'elles étaient très importantes. Claude de Tichet a fait les évaluations, elles étaient très importantes. Mettre au monde un bébé, c'était une épreuve psychologique. Les femmes seules dépriment. Depuis que les pères acceptent de participer aux interactions précoces, aux 1000 premiers jours, elles dépriment moins et les bébés ont au moins deux figures d'attachement. On va passer la parole à Anne-Laure. Bonjour.
Donc je m'appelle Anne-Laure Soulagna, je suis professeure à l'Éducation nationale. Personne n'est parfait. Et je fais partie de l'équipe ressources contre la lutte contre le harcèlement dans l'établissement où je travaille. On a un lien par les propos que vous avez tenus il y a quelques années, je pense, lors d'un master de recherche. Vous vous adressiez à des enseignants en disant qu'ils étaient des relais de résilience ou des tuteurs de résilience, même sans le savoir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée en tant qu'enseignante, parce qu'on sait qu'on a un impact sur les élèves qu'on a, mais quelquefois, et en particulier dans les propos que vous teniez, pas complètement. Alors je ne vais pas développer ça aujourd'hui parce que c'est pas le propos. Je vais vous parler d'une expérimentation innovante que j'ai menée à l'Éducation nationale pendant 2 ans. J'ai tenu la fonction de... Alors je vous donne le terme en anglais, c'est pas pour faire chic, mais c'est parce que ça vient de là-bas, ça vient des États-Unis. Le terme c'est Chief Happiness Officer. Alors moi j'ai traduit ça par responsable bien-être et je vais faire la référence à ce métier en tant que CHO, c'est-à-dire les 3 lettres qui font partie du terme de Chief Happiness Officer. Je vais vous expliquer très très rapidement en quoi ça consiste pour faire le lien avec le harcèlement. Je n'aime pas trop le mot français, c'est pour ça que j'ai gardé le terme américain, parce que le bien-être ou quand on parle du bonheur, et on en parle beaucoup en ce moment, on pense à tout ce qui est relaxation, convivialité, etc., etc. Et ce métier, qui existe en fait dans le privé, donc moi je l'ai mis en place à l'Éducation nationale, et donc je suis l'unique CHO en fait, du service public, enfin je l'ai été pendant 2 ans. Ce travail permet d'avoir un lien avec toutes les personnes de l'établissement, et quand je dis toutes les personnes, c'est-à-dire les gens qui travaillent, personnel enseignant, mais également médico-social, parce qu'ils ont aussi besoin qu'on s'occupe d'eux, les agents, et bien sûr les élèves. Alors les élèves dans l'établissement, on s'occupe d'eux principalement, et d'eux, il faut que les gens aient bien également. Un enseignant qui va bien ou un directeur qui va bien, forcément, ça facilite. Alors, le CHO, dans ces cas-là, si vous voulez, a une vision globale de ce qui se passe dans l'entreprise ou dans l'établissement, connaît tous les personnels, par un travail journalier, il est là, il est présent tous les jours, donc il y a beaucoup de communication, et permet, pour le coup, si un petit grain de sable, d'agir immédiatement, de le prévenir si c'est possible. Et dans le cas du harcèlement, je vais vous donner un exemple très précis d'un cas de harcèlement qui a eu lieu et où la température montait un petit peu parce que, et c'est ce qu'on entend dans les médias, l'enfant qui est harcelé, pour lui, les problèmes ne sont jamais réglés assez rapidement. Pour les parents non plus, quand on a un enfant où on revient de l'école qui dit voilà j'ai encore eu des problèmes, la prévention et la sensibilisation qui est faite maintenant dans les établissements, la parole est libérée. Les directeurs qui sont pris à partie parce que l'appareil ça va pas assez vite, etc. Et le rôle là du CHO, en l'occurrence dans ce cas précis, a été de mettre un peu de sérénité parmi tous ces intervenants. Mieux expliquer, prendre le temps, en fait, d'avoir le temps dans ces moments difficiles, d'être à l'écoute de chacune des parties.